Septembre 2025, Paris vacille, tandis que la stabilité du pays se révèle suspendue à un fil invisible hérité du Sahel. Deux nombres suffisent à planter le décor, des centaines de milliards captés par une chaîne de valeurs asymétriques, et un parc nucléaire jadis triomphant désormais sous tension. Comment un minerai discret a-t-il pu inverser l'équilibre d'une puissance européenne, et pourquoi le récit officiel s'est-il fissuré si vite? Ibrahim Traoré, devenu le nom raccourci d'une souveraineté affirmée, résume le tournant. Quand les flux se retournent, les bilans et les certitudes s'effondrent. L'histoire commence par une promesse. Comprendre pourquoi un pays, moteur de l'Europe, s'est retrouvé dépendant d'un continent qu'il croyait encore maîtriser. Le CFA franc, conçu en 1945 comme un instrument de stabilité, a tissé un filet invisible reliant Paris à 14 nations africaines, transformant leur devise en levier budgétaire pour l'État français. Ce mécanisme, présenté comme technique, cachait une réalité brute. La moitié des réserves de change africaines dormaient dans les coffres du Trésor français, garantissant à la France des taux d'intérêt artificiellement bas et une illusion de puissance durable. Mais que se passe-t-il quand les chiffres cessent d'obéir? Quand Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants refusent ce pacte silencieux? La suite promet de dévoiler comment le rejet d'un simple système monétaire a précipité la plus grave crise énergétique et politique française depuis un siècle. Le premier chiffre qui fissura le mythe fut brutal. Entre 1966 et 2008, plus de 850 milliards de dollars quittèrent la zone francophone africaine pour se réfugier à Paris. Le second, plus discret, fit trembler la façade. 65% de l'électricité française provenait d'uranium sahélien, extrait dans des conditions si inégales qu'elle rappelait une dette coloniale jamais soldée. Ces deux données suffisaient à révéler l'ampleur du paradoxe. Sous la surface d'un partenariat économique vanté par les diplomates, se cachait un système d'aspiration lente, des profits accumulés au nord, des budgets appauvris, au sud. Le CFA franc garantissait la stabilité de l'euro, tandis que les mines du Niger garantissaient la lumière des villes françaises. Mais au-delà de ces chiffres, une autre dynamique se dessinait, celle d'une jeunesse africaine connectée, lucide, impatiente. Dès 2019, les appels à la souveraineté monétaire devinrent viraux. Les hashtags #ShashStopCFA et FreeSahel franchiront les frontières. Les présidents du Bénin, du Mali et du Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré en figure montante, mirent fin aux dépôts obligatoires et exigèrent la renégociation des contrats d'extraction. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était la reprise d'un capital collectif volé. Pendant que Paris minimisait l'événement, les marchés comprirent. Sans uranium ni réserve africaine, les indicateurs macroéconomiques français perdaient leur socle. Le prix de l'énergie grimpa de 40%, l'inflation dépassa 6%, et les déficits se creusèrent comme jamais depuis 1945. Les analystes appelaient cela une anomalie cyclique. L'Afrique parlait de justice tardive. Ainsi s'ouvre le véritable contexte. Non pas une crise soudainement importée, mais l'aboutissement d'une équation déséquilibrée depuis un siècle. La suite montrera comment cette rupture idéologique devint aussi une onde de choc social, électrique et politique. À Ouagadougou, les premières fissures du vieux modèle prirent un visage, celui de Ibrahim Traoré, capitaine devenu chef d'État, dont les discours sobrement filmés faisaient honte à plus d'audience que les conférences de presse parisiennes. Sous sa gouvernance, les comptes du Burkina Faso furent rapatriés depuis la Banque de France, un geste perçu d'abord comme symbolique, mais qui libéra en quelques semaines plus de 300 millions d'euros de liquidités locales. Autour de lui, d'autres figures moins visibles jouaient un rôle déterminant. À Niamey, l'économiste Hama Abdoulaye dévoilait la sous-facturation chronique des exportations d'uranium. Des cargaisons de 1000 tonnes n'étaient ni déclarées qu'à 600 tonnes, un écart traduisant des milliards détournés. À Bamako, des étudiants d'économie montaient un simulateur public
des flux CFA, démontrant comment chaque tranche de 100 $ gagnée en Afrique repartait pour moitié vers les coffres français. Ces chiffres, longtemps cantonnés au cercle militant, s'invitaient d'IRCCC désormais dans les journaux télévisés. L'effet fut immédiat. Les budgets d'infrastructures reprirent souffle, les investisseurs régionaux se réorganisèrent et la population, autrefois fataliste, découvrit qu'un rééquilibrage n'était pas une utopie. En quelques mois, la rhétorique de l'aide cessa de dominer. Les habitants ne demandaient plus des subventions, mais des comptes. Ibrahim Traoré insistait : « Ce n'est pas la charité que nous refusons, c'est la dépendance. » Ainsi naquit un changement de perception. La libération monétaire cessait d'être un projet idéologique pour devenir une politique tangible. Le monde observait un pivot discret, mais irréversible. 2023. Le Niger ferme officiellement l'accès de ses mines d'uranium aux compagnies françaises. Les chaînes de télévision montrent des convois de camions immobilisés, des ingénieurs contraints de quitter le site d'Arlit sous escorte. L'annonce, jugée temporaire par Paris, agit comme une déflagration. Les prix mondiaux de l'uranium bondissent de 38 en 10 jours. Les contrats à terme sur l'électricité s'envolent. À la bourse, le titre du géant nucléaire Orano perd 14% en 24 heures. Au Mali, au Burkina Faso et au Tchad, les gouvernements décident de réviser leurs licences minières. Les accords de défense sont suspendus, les bases françaises vidées. Sur les réseaux, un mot circule : reconquête économique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les 3 capitales fondent l'Alliance du Sahel, structure de coopération politique et énergétique. En quelques mois, des protocoles sont signés avec la Russie, la Chine et les Émirats pour fournir équipements, raffineries et centrales solaires. La dépendance bascule. Pour la première fois depuis 1945, la France ne choisit plus ses fournisseurs africains. Ce sont eux qui choisissent leurs partenaires. Les conséquences internes apparaissent aussitôt. Le ministère français de l'Énergie publie un rapport alarmant. Perte de 40% des volumes d'approvisionnement. Hausse de 7% du coût de production nucléaire. Le déficit commercial se creuse de 12 milliards d'euros. Dans les rues de Paris, les manifestations contre la vie chère s'intensifient. Les pancartes portent un slogan inhabituel. Ce que l'Afrique reprend, la France le paye. L'effet domino gagne l'Europe. Les exportations françaises chutent. Les agences de notation dégradent la note souveraine. Le gouvernement tente d'imposer un budget d'austérité. Coupe de 44 milliards. Suppression de jours fériés. Baisse des subventions énergétiques. Le Parlement rejette le texte, précipitant la chute du Premier ministre François Bayrou. Le 5e en 2 ans. L'image d'une France modèle s'effondre, remplacée par celle d'un pays à genoux, rongé par la colère sociale. En Afrique, l'ambiance est inverse. Les rues de Niamey ou de Ouagadougou s'illuminent de drapeaux nationaux. Les habitants parlent d'indépendance énergétique. Les médias évoquent une revanche historique, mais les dirigeants insistent. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'équité. Ibrahim Traoré répète dans un entretien : « Notre lumière n'a jamais eu à éteindre celle des autres. » La séquence de 2023-2025 restera celle d'une inversion des flux. Ce que le Nord appelait crise devint au Sud naissance. Et derrière les chiffres, une certitude nouvelle s'imposa. Les économies fondées sur le silence finissent toujours par parler. Avant ce tournant, la structure économique franco-africaine reposait sur 3 chiffres clés. Premièrement, 50% des réserves de change de 14 pays africains étaient déposées à la Banque de France, une manne moyenne de 20 milliards d'euros par an, servant indirectement à financer la dette publique française. Cela signifiait qu'une part du budget africain subventionnait, sans le savoir, les taux d'intérêt d'une autre nation. Deuxièmement, l'uranium nigérien, vendu à 100 millions d'euros par an, représentait moins de 5% du budget du Niger,
alors que l'électricité produite en France, grâce à ce même minerai, générait environ 74 milliards de dollars de revenus. Ce contraste illustrait un transfert de valeur systémique, maquillé sous les termes de coopération. Troisièmement, entre 1970 et 2008, les flux sortants nets de la zone franque avaient atteint 850 milliards de dollars, soit l'équivalent de 10 fois. 10 fois le PIB combiné du Burkina Faso, du Mali et du Niger à la même période. Ces chiffres ne relèvent pas d'une idéologie. Ils sont inscrits dans les bilans officiels. Après ce bouleversement de 2023, les écarts se sont inversés à une vitesse inédite. Les importations françaises d'uranium ont chuté de 42% en un an. Les coûts de production énergétique ont bondi de 30%, entraînant une inflation nationale de 6,1%. L'État français, longtemps habitué à une énergie subventionnée par des contrats coloniaux déguisés, a découvert la logique de marché qu'il imposait aux autres. En parallèle, les budgets africains ont connu une amélioration moyenne de 11%, liée au rapatriement des réserves et à la taxation accrue des exportations minières. Ces glissements ne sont pas seulement statistiques. Ils mesurent la redistribution d'un pouvoir structurel. Là où le ratio Nord gagne, Sud perd s'établissait à 7 pour 1, il tend désormais vers 2 pour 1 selon les estimations du FMI et des think tanks africains. Pour Ibrahim Traoré, la donnée la plus importante n'est pas économique mais symbolique. Nous avons prouvé que la dépendance n'était pas une fatalité, seulement une habitude. Ce rééquilibrage a également des effets systémiques. La France a perdu 12 milliards d'euros de réserves monétaires en 18 mois. Les pays du Sahel ont réduit leur déficit extérieur de 9%. Les investissements intra-africains ont augmenté de 26% entre 2023 et 2025. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce qui semblait immuable s'est déplacé. Et derrière les pourcentages, une leçon géopolitique se dessine. Lorsqu'un continent reprend la maîtrise de sa monnaie et de son énergie, ce ne sont pas ses marges qui changent, mais sa dignité. Selon plusieurs économistes européens, le départ des troupes françaises et la fin du franc CFA constituaient une erreur stratégique. Ils soulignent que la dépendance de la France envers le Sahel était certes asymétrique, mais qu'elle garantissait aussi un certain ordre énergétique. Prix stable, investissements sécurisés, flux de devises prévisibles. Leur argument, sans l'uranium nigérien, le continent européen devient vulnérable au choc d'approvisionnement. Les chiffres semblent leur donner raison. En 2024, les coûts énergétiques français ont augmenté de 3%. Et la zone euro a enregistré son plus fort déficit commercial depuis 1993. Les analystes africains répondent que la stabilité mondiale ne saurait reposer sur l'injustice structurelle. Pendant des décennies, la France a importé des ressources à des prix symboliques et exporté des produits finis 100 fois plus chers. La fin du CFA et la création de l'Alliance du Sahel ont donc rétabli une équité minimale. En 2025, les budgets nationaux du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont progressé en moyenne de 11%. Cette richesse ne se mesure pas seulement en PIB, mais en marge de manœuvre. Les pays fixent désormais leur taux de change, négocient leurs propres contrats et gardent leurs réserves sur le continent. Il est vrai que l'Afrique a encore besoin de capitaux extérieurs, mais l'argument du chaos ne résiste pas à la donnée observable. Aucun des États sortis du CFA n'a connu d'effondrement monétaire. Les devises régionales demeurent stables, et les investissements asiatiques compensent la baisse européenne. Le vrai risque ne vient pas du Sahel, mais de la lente adaptation de la France à la nouvelle donne. Comme l'a résumé Ibrahim Traoré, quand un système dépend d'une inégalité, c'est sa survie qu'il compromet, pas la nôtre. Ainsi, l'affrontement d'arguments révèle moins un désaccord qu'un basculement. Le pouvoir de définir la crise a changé de camp. À partir de 2024, alors que les projecteurs se braquent sur Paris en crise, un basculement silencieux s'opère au sud du Sahara. Ce ne sont plus les communiqués diplomatiques qui dictent la cadence, mais
les flux de données, les contrats en crypto-monnaie régionale et les forums économiques organisés à Ouagadougou. Le pouvoir se déplace sans bruit et Ibrahim Traoré, devenu figure de coordination du Sahel, l'exprime d'une phrase. Nous ne demandons pas la permission d'exister. Dans les couloirs des institutions européennes, cette affirmation passe d'abord pour de la rhétorique. Pourtant, les indicateurs prouvent l'inverse. L'investissement intra-africain bondit de 26%, les échanges interrégionaux gagnent 18 points, et le franc CFA, jadis pilier d'une hiérarchie invisible, cesse d'exister. Ce que la France considérait comme une rébellion devient une architecture économique alternative. Le midpoint n'est donc pas une victoire symbolique, mais une bascule mesurable. Les capitales africaines deviennent les nouveaux centres de décision. L'ordre ancien chancelle, non par la guerre, mais par la réécriture des chiffres. L'impact le plus visible fut macroéconomique. En 2025, la France afficha un déficit public supérieur à 7,1% du PIB, un record depuis la pandémie. Les taux d'emprunt dépassèrent ceux de la Grèce, symbole d'un effondrement de confiance au sein même de la zone euro. L'énergie devint la variable d'ajustement. Sans uranium nigérien, la production nucléaire chuta de 40% et le pays dut importer de l'électricité d'Allemagne et d'Espagne. Pendant ce temps, le Niger, le Mali et le Burkina Faso virent leurs recettes fiscales grimpaient de 15% grâce aux nouveaux contrats et au rapatriement de leurs devises. L'équation nord-sud venait d'inverser son signe. Le choc se fit sentir dans les bilans. Le groupe Orano annonça 133 millions d'euros de pertes au premier semestre 2025. Les PME dépendantes de l'énergie bon marché durent réduire leurs effectifs. À l'inverse, les sociétés minières locales du Sahel, soutenues par des partenariats russes et asiatiques, enregistrèrent une hausse moyenne de 22% de leur volume exporté. L'Afrique, jadis simple fournisseur, devenait un concurrent dans la chaîne de valeur. À Paris, les rues se remplirent de manifestants. Le prix moyen de l'électricité augmenta de 42%. Des quartiers entiers furent plongés dans l'obscurité lors des coupures tournantes. Les slogans « Justice pour l'Afrique » côtoyaient « Pouvoir d'achat pour tous ». Cette crise, importée du Sahel, révélait une vérité enfouie. Le confort français reposait sur un déséquilibre lointain. De l'autre côté de la Méditerranée, les habitants de Ouagadougou ou Niamey célébraient la souveraineté retrouvée. Les écoles financées par les revenus miniers s'ouvraient. Les routes se réparaient et Ibrahim Traoré répétait « Ce que nous gardons chez nous n'appauvrit personne. » Sur le plan géopolitique, le Sahel devint le laboratoire d'un nouvel ordre. Les alliances économiques se déplacèrent vers les BRICS. La Chine proposa des infrastructures, la Russie une technologie nucléaire civile, l'Inde des coopérations agricoles. L'Europe, désorientée, tenta une relance diplomatique. Mais le centre de gravité s'était déjà déplacé. En moins de 2 ans, les anciennes colonies énergétiques dictaient les règles du marché. Les observateurs y virent moins une revanche qu'une correction statistique. L'histoire venait simplement de rendre les comptes. La France tente de stabiliser son économie par une stratégie d'austérité contrôlée. Les taux d'intérêt demeurent élevés. Les coupes budgétaires s'étalent donc sur 2 exercices. Et les importations d'uranium se diversifient vers le Canada et le Kazakhstan. L'énergie reste coûteuse, mais le pays évite l'effondrement total. L'Afrique, de son côté, consolide ses structures régionales. L'Alliance du Sahel devient une organisation économique à part entière, coordonnant politiques fiscales et accords énergétiques. La cohabitation prudente remplace l'affrontement direct. Sous la pression populaire et européenne, Paris reconnaît la nécessité d'un modèle fondé sur la transparence. Des négociations s'ouvrent entre le ministère français de l'économie et les dirigeants africains. Ibrahim Traoré participe à une table ronde à Addis Abeba, où un accord inédit émerge, un système de change commun, arrimé à un panier de devises africaines, remplace le CFA. Les échanges se fondent en valeur ajoutée locale.
uranium transformé, production agricole, énergie solaire. Les flux financiers, auparavant unilatéraux, deviennent circulaires. Dans cette version, la France regagne de l'influence par le respect, non par le contrôle. L'absence de compromis entraîne la radicalisation des deux camps. La France renforce ses barrières commerciales, l'Afrique s'oriente exclusivement vers les BRICS. Le vide diplomatique favorise une compétition interne entre puissances émergentes et le Sahel devient champ d'influence énergétique. Les tensions régionales montent, les prix mondiaux se stabilisent à des niveaux élevés, mais la coopération nord-sud s'étiole. Ce scénario reste plausible si la méfiance domine la mémoire. Dans les trois cas, une certitude s'impose. La dépendance n'est plus tenable. La prochaine décennie exigera moins de suprématie que d'équilibre. Les nations qui comprendront que le prestige se mesure en équité, non en contrôle, seront celles qui écriront la suite du siècle. Dans les foyers français, la crise s'est transformée en conversation quotidienne. Les factures d'électricité devenaient un sujet de table, les bulletins d'information un rappel de dépendance. Certains découvraient tout que pour la première fois que la lumière qui brillait chez eux provenait du sol d'un autre continent. Ce miroir brutal révélait une vérité universelle. L'abondance n'est jamais gratuite. Ouvriers, techniciens et enseignants virent leur salaire figé, tandis que les coûts augmentaient. Beaucoup se demandaient comment un modèle présenté comme solide avait pu s'effondrer en 2 ans. Leur désarroi traduisait une fracture plus profonde, celle d'un pays confronté à la fin d'un confort bâti sur l'invisible. Sur les réseaux, une génération connectée découvrait les discours d'Ibrahim Traoré et les analyses africaines qu'aucune chaîne française n'avait diffusées auparavant. Pour eux, le sujet n'était plus colonial, mais systémique. Comment repenser la justice économique à l'ère numérique? Les hashtags assez égalité énergétique et nouvel équilibre devant viraux, rappelant que la morale des chiffres appartient désormais à tous. De Paris à Montréal, les voix issues du Sahel se firent entendre. Elles rappelaient que la dignité ne s'exporte pas, elle se reconquiert. Leurs interventions apaisées, mais fermes, réinscrivaient l'Afrique dans le dialogue mondial. Ce choc collectif, loin de séparer, réunit des consciences. La chute d'un modèle dévoila une interdépendance trop longtemps niée. Pour dépasser la crise et restaurer la confiance, 3 étapes majeures se dessinent. Elles ne concernent pas seulement les États, mais aussi les institutions et les citoyens qui financent, consomment et décident. Les nations doivent redéfinir la valeur de leurs échanges sur des critères équitables. Cela suppose de publier les coûts complets des filières énergétiques, extraction, transport, transformation, et d'en partager les bénéfices selon les volumes réels. Les données ouvertes deviennent l'outil de la transparence. Une banque régionale du Sahel pourrait centraliser les réserves, garantir la convertibilité monétaire et investir dans des projets collectifs. Ce modèle, déjà proposé par Ibrahim Traoré, placerait la souveraineté au centre de la politique monétaire, sans exclure les partenariats extérieurs. Chaque contrat devrait inclure une clause d'impact social mesurable. Infrastructures construites, emplois créés, émissions évitées. Les universités, entreprises et médias doivent intégrer l'idée que la coopération remplace la domination. En Afrique comme en Europe, cela passe par des programmes conjoints de formation et des échanges scientifiques équilibrés. L'énergie, la monnaie et la mémoire doivent devenir des disciplines partagées, non des leviers de pouvoir. Le succès ne se mesurera pas au PIB, mais à la stabilité des relations. Quand la connaissance circule dans les 2 sens, la puissance devient durable. Dans les rues de Ouagadougou, la lumière revenue sur les façades rappelle la promesse du début. C'est ici que tout avait commencé. Quand Ibrahim Traoré, simple officier devenu chef d'État, parlait à ses concitoyens d'un ton calme. Nous avons le droit de décider pour nous-mêmes. À ce moment-là, personne n'imaginait que ces mots feraient trembler la 5e puissance économique mondiale. De nos jours, les projecteurs se sont déplacés. Ce ne sont plus les studios parisiens qui dictent les narratifs, mais des caméras locales filmant des ingénieurs.
des enseignants, des femmes entrepreneurs. La fierté n'est plus revendicative, elle est concrète. Les mines fermées hier deviennent des pôles d'énergie solaire, les anciennes bases militaires, des centres de formation. Le Sahel écrit une page où la souveraineté n'est pas vengeance, mais responsabilité. La France, elle, redécouvre sa propre fragilité. La prospérité ne se mesure plus en mégawatts, mais en respect mutuel. Et dans ce nouvel équilibre, l'Afrique n'est plus une périphérie, elle devient un miroir. L'histoire du rejet de l'uranium n'est pas celle d'une revanche, mais d'un rappel. Aucune lumière durable ne naît de l'ombre d'autrui. Les nations, comme les individus, découvrent tôt ou tard le prix de leur silence. Ce qui s'est joué entre Paris et le Sahel dépasse la géopolitique. C'est un apprentissage de maturité. Dans cette nouvelle ère, les frontières ne séparent plus les continents. Elles séparent les mentalités. Certains regardent encore le passé à travers les bilans comptables. D'autres y voient le champ d'un futur partagé. Ibrahim Traoré, sans jamais se proclamer prophète, incarne cette bascule tranquille, celle d'un monde qui choisit la voie sobre de la cohérence plutôt que la promesse creuse du contrôle. Ce récit n'appelle ni héros ni victime. Il invite à comprendre que la justice n'est pas un slogan, mais une méthode. Et si la question n'était plus qui gagne, mais comment avancer ensemble